Les retardataires, j'ai l'impression que tout le monde est en train que tout le monde est là. Du coup, bah, bienvenue pour ce RIDA, cette rencontre du département addictologie Nouvelle-Aquitaine et Océan Indien. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Emmanuel Baillet-Gaborio, qui donc travaille au laboratoire SAMPSI, Sommeil Addiction Neuropsychiatrie, Université de Bordeaux CNRS. Donc, Emma est une collègue, hein, donc c'est un double plaisir de l'accueillir. Et, tu viens du parcours des neurosciences, Emma. Tu as fait ton master 2, ton stage de master 2 à Sampsi, où tu as rencontré le professeur Marco Yacoum. Donc ça, c'était aux alentours des années 2000, en pleine période de confinement et de pandémie, où tu n'en as que plus de mérite d'avoir mené ce stage à bien. Et par la suite, tu as commencé une thèse avec Marco Yacoum, donc de 2000 jusqu'à fin 2003, sur les déterminants du craving, les biomarqueurs du craving, toutes ces choses que tu vas nous présenter dans un instant. Et donc, tu as soutenu ta thèse bah, en toute fin d'année dernière, en fait. Donc, en décembre, et on est tout à fait impatient d'entendre le résumé de ton travail, comment tu vas procéder, et les résultats de ce travail très, très important, hein. Encore une fois, le craving, c'est un sujet majeur dans le domaine de la dictologie. Ce que tu présentes, moi, je suis tout à fait persuadé que c'est l'avenir de cette discipline. Donc, nous sommes tout oui et prêts à t'écouter. Bonjour à tous, donc merci Jean-Marc pour cette introduction. Donc aujourd'hui, je vais vous parler donc d'une partie de ma thèse parce que en fait, j'ai effectivement effectué ma thèse sur le craving. J'ai étudié différentes choses, notamment sa place dans avec les autres critères de l'addiction dans le DSM-5. J'ai étudié aussi l'impact de ces fluctuations en début de traitement sur un impact à long terme vraiment sur la rechute. Et j'ai aussi étudié le craving comme un marqueur précoce dans le développement, dans vraiment l'apparition du trouble addictif, mais j'ai aussi étudié les corrélats physiologiques du craving en vie quotidienne, et c'est vraiment sur cette partie que j'ai décidé de me focus aujourd'hui. Alors, d'abord, dans le cadre de l'addiction sur lequel repose mon travail de doctorat, suggère que le craving il joue un rôle particulier dans l'addiction. Le craving, donc, c'est un désir intense, persistant, involontaire de faire usage que vous connaissez bien. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il est si particulier dans l'addiction? Eh bien, parmi les consommateurs de substances ou de comportements renforçants, tels que le cannabis, le tabac ou l'alcool, par exemple, on estime qu'environ 20% pourraient développer une consommation compulsive, qui aurait des conséquences sur différents aspects de la vie et qui pousserait ainsi ces individus à arrêter ou à modifier leur consommation. Malheureusement, on estime entre 40 à 90 de taux de rechute, c'est-à-dire d'une reprise d'une consommation compulsive de la substance ou du comportement dont les individus essayaient de s'abstenir. Le craving, il a été démontré comme prédictif de la rechute et il pourrait jouer un rôle majeur dans l'addiction. Il a notamment été inclus dans la révision du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux donc en 2013 comme un critère à part entière parmi les 11 critères diagnostiques qui permettent de diagnostiquer l'addiction. Dans le DSM-5, avec la théorie de réponse aux items, qui est un travail d'une ancienne doctorante du professeur Auréa Combe, qui est Charlotte Kervran, il a été montré comme étant le critère le plus prévalent, c'est-à-dire le plus fréquent, et le critère le plus discriminant, c'est-à-dire celui qui distingue le mieux les usagers avec addiction des usagers sans addiction. Par ailleurs, dans le DSM-5, on a pu montrer au cours de ma thèse que c'était le critère qui était le plus central, c'est-à-dire qu'il y a un rôle majeur à la fois dans le développement, dans le maintien et aussi dans la rémission du trouble de l'addiction. Au-delà d'être un critère diagnostique, le craving, c'est aussi un phénomène qui est fluctuant, c'est-à-dire que c'est une expérience interne dont l'intensité et la fréquence fluctuent au cours d'une même journée et chez un même individu. Ces fluctuations, elles ont été associées à l'usage et elles sont liées à des états cérébraux internes. Ces fluctuations, elles peuvent être influencées par de nombreux facteurs différents, comme la disponibilité, l'absence de l'objet, le contexte, c'est-à-dire les lieux, les autres usagers, le moment de la journée, la pression sociale par exemple, ou encore les émotions, qu'elles soient négatives ou positives. L'effet de ces différents facteurs, il serait d'autant plus fort dans le cas des cues. Ils sont des stimuli conditionnels qui ont été associés à des expériences passées d'usage et qui peuvent déclencher une réponse conditionnée telle que le craving, indépendamment de la présence de la substance addictive.
Inversement, on sait qu'il existe aussi des facteurs qui diminuent le craving, comme certains traitements pharmacologiques qui ciblent le craving ou des stratégies d'adaptation telles que la méditation en pleine conscience, par exemple. Le problème majeur de ce phénomène expérientiel et de ces fluctuations est sa mesure. Comment est-ce qu'on fait pour capturer, pour mesurer un phénomène qui est fluctuant? Eh bien, la méthode EMA pour Ecological Monetary Assessment permet de prendre en compte ces fluctuations du craving en utilisant des questionnaires répétés plusieurs fois par jour dans la vie quotidienne, c'est-à-dire dans l'environnement naturel de l'individu. Et elle permet ainsi de mesurer en temps réel des états momentanés individuels comme le craving. La méthode EMA, elle a plusieurs avantages. D'abord, on a une collecte en temps réel qui permet de limiter les biais de mémoire rétrospective. C'est dans l'environnement naturel qui permet une validité écologique et finalement d'observer les comportements dans les contextes dans lesquels ils se produisent. On a aussi des mesures répétées qui permettent finalement d'examiner les fluctuations qui sont intra-individuelles, des expériences individuelles comme le craving, et surtout, ça nous permet d'approcher la causalité et la directionnalité en examinant des liens prospectifs entre les événements. Cette méthode EMA, elle a été adaptée à l'étude du craving dans le cadre de la thèse du docteur Fer, donc dans le laboratoire, et elle a permis de valider le modèle humain de l'addiction, qui est le modèle Cues, Craving, Usage. Ce lien, il a été validé à la fois pour les substances et les comportements pour plusieurs études. En fait, dans ce modèle, une augmentation du nombre de cues dans l'environnement est associée à une augmentation de l'intensité du craving dans les heures qui suivent, augmentation elle-même associée à une probabilité accrue d'usage dans les heures suivantes. Il est intéressant de noter qu'il y a certaines études récentes qui suggèrent que le craving pourrait être lié à des variations physiologiques. Si on reprend ce même modèle humain de l'addiction, différentes études démontrent l'apparition de variations physiologiques après des protocoles d'exposition aux cues. D'abord, en laboratoire, une étude a montré que les cues augmentaient de manière significative la libération de dopamine dans le striatum dorsal et que l'amplitude de cette augmentation a été corrélée à l'intensité du craving. Une autre étude a mis en évidence l'existence d'une signature neurobiologique du craving, un neuromarqueur IRMF qui prédit finalement l'intensité du craving. De plus, les cues entraîneraient une augmentation de la conductance cutanée, du rythme cardiaque et une diminution de la température corporelle. Et dans le même temps, ces mêmes cues conduiraient à une augmentation de l'intensité du craving. Ainsi, ces cues, ils semblent induire à la fois du craving et une variation physiologique qui sous-tend des changements neurobiologiques. Dans la vie quotidienne, les études, elles se détachent du phénomène d'exposition aux cues pour uniquement étudier le craving et ses corrélats physiologiques. Une étude EMA, par exemple, a montré une distinction physiologique entre le craving et l'absence de craving, mais seulement avec l'activité cardiaque. Et une autre étude, qui cette fois n'utilisait pas l'EMA, donc ce qui est un biais, elle utilisait en fait un journal écrit rétrospectif, a montré qu'il était possible de différencier le craving des épisodes de non-craving à partir de plusieurs signaux physiologiques. Cependant, il existe plusieurs biais dans ces études en vie quotidienne. D'abord, l'utilisation d'un seul paramètre physiologique, il pourrait ne pas être approprié pour déterminer la consistance et la spécificité du phénomène étudié. L'utilisation d'un pattern physiologique, c'est-à-dire d'un motif de plusieurs paramètres au lieu d'un seul unique, pourrait permettre de réduire l'impact des variations internes. La présence de facteurs confondants peuvent rendre le craving étudié non spécifique, c'est-à-dire que certaines études, elles ont construit leur épisode de non-craving à partir d'épisodes de stress, par exemple. Donc on peut se demander si finalement les résultats observés ils sont vraiment spécifiquement liés au craving ou s'ils peuvent être liés aussi au stress qui a été inclus. On a aussi des fenêtres d'exploration du craving qui pourraient ne pas être adaptées. Si trop court, c'est insuffisant pour capturer le phénomène du craving. Et si c'est trop long, les variations physiologiques, elles pourraient complètement être diluées. Et puis ensuite, on a effectivement l'utilisation et la durée de l'EMA qui peut aussi représenter un biais. Mais dans l'ensemble, malgré ces limites, donc qui nécessitent effectivement d'être surmontées, on sait que ces études, à la fois en laboratoire et en vie quotidienne, elles suggèrent que des variations physiologiques pourraient être finalement l'expression physiologique du craving. Mais alors, pourquoi? Eh bien, notamment parce qu'on sait que le craving, il s'accompagne de changements neurobiologiques et est associé à des modifications de l'excitation et de la réactivité du système nerveux autonome.
Pour rappel, le système nerveux autonome, il est composé de deux systèmes. Le système nerveux sympathique qui augmente le métabolisme et mobilise le système corporel, et le système nerveux parasympathique qui permet la restauration et la conservation de l'énergie. Le craving, il entraîne des changements dans le système nerveux sympathique, et les marqueurs de ce système sont notamment la conductivité électrodermale, le mouvement, l'activité cardiaque et la température. Ainsi, en se concentrant sur ces marqueurs, il pourrait être possible d'identifier les changements physiologiques qui sont associés au craving dans la vie quotidienne. Donc, l'objectif de cette étude, c'était d'identifier si le craving est associé à un motif physiologique caractéristique dans la vie quotidienne chez des usagers avec une addiction. Donc pour cela, on a mis en place une étude qui permettait de recruter dans deux populations différentes des personnes qui étaient en recherche d'une prise en charge via la cohorte Addictaki, donc dans le XAPA de Bordeaux, et des usagers non pris en charge pour leur addiction via un recrutement dans la population générale. Seules les personnes qui présentaient un diagnostic de trouble de l'usage pour l'alcool, le tabac ou le cannabis et qui avaient présenté du craving dans les 30 derniers jours, étaient invitées à participer à cette étude. Concernant le design expérimental, les participants étaient évalués à l'aide d'outils standardisés et formés à l'utilisation de l'EMA et d'un capteur portable. Pendant la phase de test, qui durait 14 jours, les participants étaient invités à porter un capteur qui enregistre en continu plusieurs paramètres physiologiques. Donc, on avait la conductance de la peau, l'activité cardiaque, le mouvement et la température en temps réel. Et les participants étaient également invités à appuyer sur un bouton de marquage d'événements pour marquer à chaque fois qu'ils ressentaient du craving, et ce, peu importe l'intensité. Ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et puis, parallèlement au port du capteur, les participants réalisaient également un protocole EMA, donc de mesure en temps réel des états momentanés du sujet, dont je vous ai parlé un peu plus tôt, avec des questionnaires répétés, qui étaient de 4 fois par jour, et qui évaluent à la fois leur craving, mais aussi leur humeur, leur consommation, etc. Ensuite, les participants ont été reçus en entretien pour une fin d'étude, pour la restitution du matériel, et puis un débriefing. Concernant la stratégie d'analyse, donc pour déterminer finalement si des changements physiologiques sont associés au craving, il y a différentes étapes qui ont été construites en collaboration avec deux chercheurs, donc une chercheuse de l'Université de Bordeaux et une chercheuse de l'Université de Lille. C'est-à-dire qu'à partir des données brutes qu'on obtient du capteur physiologique, la première étape, ça va être, je vais vous la détailler vraiment très succinctement, et la première étape, c'est vraiment un pré-traitement qui consiste finalement à un étiquetage des données, donc c'est-à-dire étiqueter des échantillons qui correspondent à du craving ou à du non-craving. Et puis ensuite, on avait différentes étapes que je vais un peu vous détailler, que je vais vous détailler juste ensuite. Donc, la première étape qui consistait à l'étiquetage des échantillons. Alors, qu'est-ce que c'est un étiquetage des échantillons? Eh bien, en fait, il s'agit finalement d'attribuer à une portion de signal physiologique s'il s'agissait d'une période qui était associée à du craving ou d'une période qui n'était pas associée à du craving, qu'on a appelé non craving. Pour cela, on a utilisé une double vérification pour être sûr finalement que les données qu'on avait, c'était soit du craving, soit du non craving. Et pour ça, on a utilisé à la fois le capteur physiologique et l'EMA. Donc, par exemple, ici, vous avez une représentation schématique de l'activité cardiaque avec en concomitance des questionnaires EMA qui sont proposés environ toutes les 4 heures. Alors, comment est-ce qu'on a étiqueté des épisodes de craving? Quand les participants ressentaient du craving, peu importe l'intensité, ils avaient pour consigne de le signaler sur le capteur en appuyant sur un bouton qu'on nommera tag. Et si ce tag, finalement, il était suivi au questionnaire EMA correspondant par une intensité de craving supérieure ou égale à 4, alors on considérait qu'il s'agissait d'un épisode de craving. Dans ce cas, nous avons fait le choix de sélectionner dans les données physiologiques une période de 10 minutes avant et 10 minutes après le tag, et c'est cette période, cet échantillon, que nous avons étiqueté comme étant du craving. Pour le non-craving, on a utilisé toujours le capteur et le EMA. Mais à l'inverse, lorsque les participants signalaient en EMA ne pas avoir ressenti de craving dans cette période, et que dans cette même période, aucun tag, c'est-à-dire aucun craving, n'a été rapporté par le participant,
Alors, nous avons sélectionné plusieurs périodes de 20 minutes de manière aléatoire que nous avons étiquetées comme étant du non-craving. La seconde étape consistait à l'extraction de caractéristiques. Alors, c'est un gros mot, mais un signal physiologique, en fait, il ne peut pas être analysé quand il est brut. Il est vraiment nécessaire d'en extraire des caractéristiques. Donc, par exemple, ici, vous avez un exemple de signal cardiaque et où on observe finalement les pics R du signal. Et l'intervalle RR, il représente une caractéristique, c'est-à-dire une valeur réelle qui permet de rendre compte de la propriété du signal. Donc, après une étude de la littérature, pour chaque signal, on a extrait différentes caractéristiques de différents domaines dont je vais vous passer les détails. On a ensuite normalisé ces caractéristiques et on les a filtrées en fonction de certaines de nos hypothèses. On a ensuite réduit la dimensionnalité des données. En gros, on avait une énorme base de données avec énormément de caractéristiques. Et le but, finalement, de cette analyse, c'était de trouver des espaces de dimension qui étaient plus réduites, c'est-à-dire de merger finalement toutes nos caractéristiques en un pattern, ce qui permet d'avoir une meilleure interprétabilité, en fait, des données que nous avions. Et dans cette analyse, on y reviendra plus tard, mais seuls étaient inclus les participants qui avaient au moins 20 échantillons par classe, c'est-à-dire 20 échantillons de craving et 20 échantillons de non-craving. Par la suite, on a utilisé donc de l'intelligence artificielle et notamment des algorithmes de machine learning qui permettaient finalement de répondre à notre question, est-ce qu'il est possible de différencier le craving à partir des signaux physiologiques? Est-ce que finalement, à partir uniquement des signaux physiologiques, on arrive à distinguer du craving du non-craving? Donc pour cela, on a testé différents classifieurs, des modèles de machine learning de classification et qui étaient capables de finalement d'apprendre à notre modèle à différencier des épisodes de craving ou de non-craving à partir de nos données physiologiques. Donc pour cela, on a utilisé 80% de nos données pour l'entraînement et 20% de nos données comme test. En gros, pour schématiser, vous avez ici les données de craving et de non-craving en bleu et en jaune. Nos modèles de classification ont été entraînés sur 80% de nos données à distinguer les épisodes de craving et de no-craving. Et ensuite, on a testé sur les 20% restants des données physiologiques si nos modèles ils étaient vraiment capables de distinguer ces épisodes sans erreur. Le problème de cela, c'est que certaines données ne participeront finalement que à l'apprentissage et ou que au test. Et pour éviter finalement ce gros biais de sélection, on a effectué ce qu'on appelle une validation croisée, où en fait finalement nos données sont divisées en 10 parts et chaque part de données est à la fois utilisée en apprentissage et en test. L'objectif de cette validation, en fait, c'est de faire intervenir toutes les données à la fois en apprentissage et en test. Et donc ensuite, on a évalué la capacité de notre machine learning à distinguer nos épisodes de craving de non-craving avec différents métriques standardisées. La dernière étape consistait en des tests de permutation qui finalement permettent de tester si ce qu'on observe est bien lié à notre variable d'intérêt, c'est-à-dire le craving, et pas à un autre phénomène. Donc les tests de permutation, en fait, elles vont mélanger aléatoirement nos données. Donc à ce stade, le craving, ça peut être du craving comme du non-craving, et le no-craving peut être du no-craving comme du no-craving. On a vraiment un mélange aléatoire de nos données, ce qui permet en fait de savoir si les performances de notre modèle y proviennent bien de l'indistinction du craving et du non-craving et pas d'un autre phénomène qu'on n'aurait pas pris en compte dans ce modèle. Maintenant, les résultats. Donc, on a pu inclure 45 personnes au cours de ma thèse, dont 43 avaient des données exploitables. La majorité, enfin la moitié étaient des femmes avec un âge moyen de 33 ans et dont la majorité ont effectué l'étude sur le tabac. On avait un très bon taux de complétion de l'EMA puisqu'on était à 86% de taux de complétion et on avait aussi un très bon port de capteur puisqu'on était à environ 9 heures par jour. On a donc pu identifier 978 épisodes de craving et 3248 épisodes de non-craving au cours de cette étude, donc qui durait 14 jours. On a pu extraire 92 caractéristiques physiologiques et en termes
notre analyse en composantes principales, elle a pu être effectuée uniquement sur 5 participants. Donc, c'est ce fameux critère d'éligibilité pour être admis finalement dans cette analyse. Donc, c'est des participants qui avaient au moins 20 épisodes par classe, craving et non craving. Cette analyse en composantes principales, elle a permis de montrer qu'il y avait deux composantes principales qui permettaient d'expliquer finalement la variance de nos données, c'est-à-dire la distinction entre le craving et le no-craving. Et on y reviendra après, mais que ces composantes étaient principalement composées de données de la conductance électrodermale et de la variabilité de la fréquence cardiaque. On a ensuite pu tester nos différents modèles de classification. Je vais vous présenter ici que le machine à vecteur de support, qui est un type de machine learning et qui montre finalement qu'on a bien réussi à distinguer des épisodes de craving du non-craving. Finalement, ça montre que notre modèle il était capable de faire 74% de prédictions correctes par rapport au nombre de prédictions totales. En fait, le modèle, il indique que dans 73% des cas, le modèle est capable de reconnaître du non-craving comme étant du non-craving et que dans 75% des cas, il est capable de reconnaître le craving comme étant bien du craving. Et ce, uniquement, je le rappelle, à partir de données physiologiques. On avait à peu près des résultats similaires pour des autres modèles de classification, bien que un autre type, le MDM, avait des résultats qui étaient beaucoup moins corrects. Donc, nos résultats, ils semblent indiquer que nos modèles, ils sont capables de distinguer des épisodes de craving des épisodes de non-craving à partir de données physiologiques qui ont été vraiment récoltées en vie quotidienne chez nos participants. Et puis, les tests de permutation, ils ont permis aussi d'indiquer que cette classification, elle était bien due au craving et pas un autre phénomène qui aurait pu ne pas être pris en compte dans le modèle. Ce qu'on peut conclure finalement, c'est que le monitoring du craving nous a permis l'identification d'un pattern de caractéristiques physiologiques qui était associé au craving en vie quotidienne. Ce pattern, il pourrait constituer une signature autonome du craving et il était principalement composé de caractéristiques de la conductance cutanée. On a pu donc observer des caractéristiques qui faisaient référence à la composante tonique. La composante tonique, en fait, de la conductance cutanée, elle reflète vraiment l'éveil global du système autonome en l'absence vraiment de stimuli spécifiques. Et on a également observé des caractéristiques qui faisaient référence à la composante phasique, qui reflète finalement des changements rapides qui sont vraiment liés à des stimuli externes. Donc en fait, ces deux composantes sont vraiment intéressantes parce qu'elles suggèrent à la fois que la personne avec du craving, elle pourrait démontrer une excitation autonome au repos qui est plus élevée qu'une personne sans craving. Et c'est notamment quelque chose qu'on retrouve aussi dans les troubles anxieux, par exemple, où les personnes, elles ont une réactivité autonome qui est plus importante et ce même au repos. Mais ça n'empêche pas qu'en cas de pic de stress ou pic de craving, cela ne les empêche pas d'avoir une augmentation d'autant plus importante de la réactivité autonome. Et c'est ce que nous suggère la caractéristique de la composante phasique qui pourrait vraiment refléter un pic d'activité qui est lié au craving. En termes de perspective clinique, ce pattern il pourrait constituer un système d'alerte, à la fois comme un marqueur objectif pour pallier au manque d'insight chez certains individus, et on sait qu'il représente une grosse partie des personnes qui ont une addiction, et puis également pour soulager l'individu de la tâche cognitive de devoir toujours auto-évaluer son craving. Cela permettrait également un relais auprès de l'équipe clinique en cas de difficulté de la gestion du craving et une intervention précoce sur le craving permettant alors la réduction du risque de rechute. Par contre, au-delà de ça, il y a aussi de nombreuses et d'importantes limites qui sont nécessaires de prendre en compte à l'aube de ces résultats. D'abord, en termes de population, on a pu inclure 45 sujets, mais ça nécessite vraiment d'inclure beaucoup plus et c'est encore une étude qui est en cours au laboratoire. On a ensuite des limites en termes de stratégie d'évaluation du craving. On est vraiment sur une échelle numérique du craving en EMA qui pourrait ne pas prendre en compte la multidimensionnalité du craving comme c'est référencé dans la littérature. Et puis, on a également un signalement du craving par le sujet.
Ou encore, là, on peut évoquer les biais d'insight. Est-ce que vraiment la personne, elle est capable de rapporter son craving sur le capteur comme on lui demande? Et en termes de stratégie d'analyse, on a un modèle qui nécessite d'être généralisé. Donc, on parle vraiment d'universalisation du modèle. Donc ça, c'est notamment le sujet de la thèse du nouveau doctorant qui a commencé sa thèse cette année sous la direction du professeur Auréa Combe. On a ensuite le biais de l'analyse en composantes principales dont je vous ai parlé, parce qu'en fait, on a inclus 43 sujets, mais les résultats ont été montrés uniquement sur 5 sujets qui ont pu être analysables. Donc ça, pour ça, le remède finalement à ça, ça va être de pouvoir augmenter la fréquence des questionnaires EMA qui sont donnés. On a ensuite la durée des épisodes de craving et de non-craving. On a choisi la durée de 20 minutes, mais on peut se poser la question sur ce qu'on observe. Est-ce que c'est les prémices du craving? Est-ce que c'est le phénomène en lui-même? Ou est-ce que c'est la conséquence du craving? Ou est-ce que c'est un mélange des trois finalement? En termes de perspective de recherche du craving, il serait du coup intéressant, enfin ce monitoring, il pourrait servir notamment pour la recherche interventionnelle, c'est-à-dire de développer des interventions vraiment pour la gestion du craving. On parle notamment d'interventions écologiques momentanées, comme par exemple la méditation, des encouragements pour la régulation de son craving dans l'environnement naturel du sujet, et notamment le projet d'une mise en place d'une régulation du craving par biofeedback, donc qui est un projet en cours au laboratoire, notamment le doctorat d'Alexis Chevalier, qui se fait en collaboration avec un autre laboratoire du Neurocampus, qui est le laboratoire de l'INSIA. Et enfin, la signature autonome du craving, elle questionne également les structures cérébrales qui sont impliquées dans les variations du craving en vie quotidienne. Et donc, ce sera mon prochain projet de recherche que j'effectuerai donc à partir de juillet, donc dans le laboratoire du professeur Eddie Cobert à l'université de Berkeley en Californie. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention, et si vous avez des questions ou des suggestions, je suis toute oui. Bon. Merci beaucoup, Emma, pour cette présentation très impressionnante.